Regardez Al24 News, nous sommes le vendredi 6 janvier à la une de ce Midi Info. Le Conseil de sécurité de l'ONU en réunion d'urgence hier dénonce les violations sionistes du statu quo d'Al-Aqsa et insiste sur l'importance de le préserver des conflits. La mission des Nations Unies en Libye dit prendre note de l'annonce faite par Khaled Meshri à Ghila Salah au sujet d'un accord sur une base constitutionnelle pour la tenue des élections. Elle appelle les parties à parvenir rapidement à un accord définitif. Dans le dossier ukrainien, cessez-le-feu de 36 heures annoncé par le président russe Vladimir Poutine à l'occasion du Noël orthodoxe entre en vigueur aujourd'hui. Enfin, un nouveau mouvement social en France, il concerne le secteur de la santé. Les médecins libéraux battent le pavé, ils dénoncent la dégradation des conditions socio-professionnelles. Madame, Monsieur, bonjour. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier une réunion d'urgence au sujet de la violation sioniste du statu quo. Une session qui s'est tenue à la demande de plusieurs pays, dont la Palestine, les Émirats arabes unis ou encore la Chine. Les 15 membres du Conseil ont exprimé leur inquiétude et ont souligné la nécessité de maintenir le statu quo dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds. De son côté, l'ambassadeur de la Palestine auprès des Nations Unies a interpellé le Conseil sur la nécessité de mettre des lignes rouges aux violations sionistes et d'agir en conséquence. Il faut donc comprendre à quel point il est vital que la ville la plus sacrée ne devienne pas un centre de conflits religieux. Sans cela, tous les lieux saints pourront être pillés. Des différences, sans ce statu quo, des différends également se transformeront en conflits. Des tensions sous-jacentes deviendront des conflits ouverts. Perturber cet équilibre délicat entraînera des conséquences prévisibles et même prévues qui seront très graves pour l'ensemble d'entre nous. Et en marge de cette réunion, de nouvelles exactions sionistes contre les civils palestiniens ont eu lieu tôt ce vendredi dans le village de Ablin, Al-Jalil, dans les territoires de 1948. Ataf Azzam, âgé de 42 ans, a été tué par les forces d'occupation alors qu'une autre personne a été gravement blessée. Les deux hommes se sont fait attaquer alors qu'ils se trouvaient dans un véhicule à proximité d'une station carburant. En Libye et depuis le Caire, les présidents respectifs du Conseil d'État et du Parlement de Tobruk, Khaled El-Meshri et Ghila Salah, ont annoncé hier un accord sur une base constitutionnelle pour l'organisation des élections. Les deux hommes se sont réunis jeudi pour discuter d'une sortie de crise dans le pays. Il y a 2 jours, le président du Conseil présidentiel, Mohamed El-Menfi, a jeté la balle dans le camp de ces deux institutions, leur faisant porter la responsabilité des blocages. Il a également invité les deux institutions à une réunion à Ardemes le 11 janvier prochain, une invitation toutefois déclinée par le Haut Conseil d'État. Dans la perspective d'arriver à un accord consensuel entre les Libyens. Ce consensus sera libyen, de par sa conception, dans sa formulation et ses objectifs, afin de permettre d'en finir avec la situation de discorde que traverse le pays. Nous sommes en effet parvenus à un grand rapprochement entre le Conseil parlementaire et l'État. Comme résultat, couronnant cette rencontre où il a été convenu d'accélérer la mise en œuvre du processus constitutionnel, ainsi que celle de la multiplication des efforts dans l'action permettant d'atteindre l'horizon de l'organisation d'élections présidentielles et législatives dans les plus brefs délais. Ces rounds de dialogue qui se sont déroulés à Ghardara et au Caire ont abouti à un accord sur le projet de la charte constitutionnelle, à l'exception d'un ou 2 points. Il a été convenu que le projet soit transféré vers les lois électorales qui seront élaborées avec le plein accord des 2 conseils. Dans le cas contraire, ces lois seront soumises à un référendum afin de consulter l'avis des Libyens.
À la suite de cette réunion, la mission des Nations Unies en Libye, présidée par l'envoyé spécial Abdoulaye Batili, a réagi officiellement via un communiqué. La MANUL dit prendre note de la déclaration conjointe des deux chambres et les encourage vivement parvenir rapidement à un accord complet et définitif, y compris sur les questions litigieuses, afin de finaliser les étapes nécessaires pour amener le pays à des élections nationales inclusives dans un délai précis. Et dans le dossier ukrainien, le président russe Vladimir Poutine a annoncé hier jeudi avoir ordonné à son ministre de la Défense Sergueï Shoïgu d'instaurer un cessez-le-feu sur toute la ligne de contact en Ukraine en raison du Noël orthodoxe, une trêve qui est entrée en vigueur ce vendredi 6 janvier à midi et qui se prolongera jusqu'au 7 janvier à minuit, heure de Moscou. Le cessez-le-feu intervient après une demande introduite par le primat de l'Église orthodoxe en raison, je le disais donc, de la célébration du Noël relatif à cette obédience. Et justement, le conflit de haute intensité en cours en Ukraine ne donne toujours pas de signe d'accalmie. Les combats font encore rage le long de la ligne de front. Des voix s'élèvent questionnant sur un dénouement de ce conflit, passant par d'éventuels pourparlers qui tardent à venir. Les détails avec Sofiane Baroudi. Le conflit armé en Ukraine n'en finit pas de monter en intensité. Les combats font rage le long de la ligne de front et les observateurs stratégiques annoncent unanimement que les deux camps se préparent à enclencher des offensives massives coïncidant avec la période de gel favorable à l'action militaire motorisée. Le front du Donbass reste le chaudron le plus actif. À ce propos, une offensive ukrainienne a ciblé le bâtiment d'une école technique où étaient logés les mobilisés de l'armée russe avant leur déploiement dans la région de Makiivka à Donetsk. Ce bombardement aurait suscité les plus grosses pertes côté russe depuis le début du conflit. Ces frappes ont été conduites via l'utilisation de lance-roquettes multiples occidentaux de type HIMARS. Dans le sillage, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la poursuite des efforts pour l'armement de Kiev constituait en réalité la voie vers la paix. Dernièrement, le chef des renseignements militaires ukrainien Budanov a annoncé que la situation militaire était dans l'impasse et que les deux camps se neutralisaient sur le terrain avant de plaider pour un plus grand afflux d'armement vers les fronts ukrainiens. Dans ce siège, le ministère de la Défense russe a annoncé avoir déjoué une attaque ciblant la Crimée. Pour rappel, un événement important à connotation stratégique a été annoncé hier par Moscou. La frégate amiral Gorchkov, équipée de missiles hypersoniques Tsirkon, a entamé un voyage maritime au long cours et aux multiples signaux. À l'occasion d'un appel téléphonique avec son homologue turc, le président russe Vladimir Poutine a assuré que Moscou était prête à entamer des pourparlers avec Kiev, à la condition que l'Ukraine concrétise les engagements et les garanties de neutralité demandées par la Russie et qu'elle reconnaisse la nouvelle donne de cours sur le terrain. Pour rappel, les régions de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia et Kherson ont été rattachées à la Fédération de Russie via un référendum l'automne dernier. À ce propos, la ministre de la Défense autrichienne Claudia Tanner a déclaré dans la presse allemande que l'Europe devait se préparer à un blackout électrique avant d'exprimer son accord avec les propos du chef d'état-major américain, le général Mark Milley, selon qui, je cite, l'Ukraine ne pouvait pas gagner la guerre, c'est-à-dire reconquérir toutes ces régions, y compris la Crimée, dans un avenir proche. L'actualité du jour, c'est également l'Algérie avec les progrès économiques réalisés durant l'année 2022. Une nouvelle lecture des données macroéconomiques est réalisée par la Banque mondiale à la faveur d'une relance boostée par la hausse des revenus des exportations hydrocarbures, mais également hors hydrocarbures. Les détails avec Amine Toutah. Le secteur de l'énergie porte à bout de bras la reprise économique en Algérie. Telle est la conclusion mise en avant par la Banque mondiale dans son dernier bulletin de situation consacré à l'Algérie. Dans cette réédition du rapport semestriel paru à l'automne 2022, l'institution de Bretton Woods estime que la bonne gestion des revenus des hydrocarbures conjuguée à la reprise du secteur des services et de l'agriculture a constitué en 2022 le socle de la relance économique algérienne. Autre point fort du constat de la Banque mondiale, le redressement des soldes extérieurs avec des comptes positifs qui ont bénéficié de la forte hausse des exportations hors hydrocarbures et de l'appréciation du dinar par rapport au dollar et à l'euro.
Le document souligne également les mesures prises par le gouvernement envers le soutien du pouvoir d'achat d'une part et la lutte contre l'inflation mondiale due au bouleversement géopolitique d'autre part. Elles se traduisent notamment par des hausses de salaire s'étalant sur 3 ans et une allocation chômage d'un montant de 15 000 dinars, en vue d'accompagner les primo-demandeurs d'emploi dans une étape charnière de leur vie. Dans le volet structurel, la Banque mondiale n'a pas manqué de rappeler que les réformes structurelles visant à promouvoir et intensifier l'investissement productif, notamment chez le secteur privé, seront primordiales pour le secteur de l'emploi. À noter enfin que la Banque américaine prévoit une croissance de 2,3% pour l'Algérie en 2023. Dans le reste de l'actualité, dans les territoires sahraouis occupés, les forces de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des positions des soldats d'occupation marocaine dans le secteur de Mahbes Sabir Lahlou. Selon un communiqué du ministère de la Défense sahraoui, des unités avancées de l'armée ont ciblé des retranchements des forces de l'occupation marocaine dans les régions de l'Arialag, des Gouirat ou le Deblal. Le Maroc, justement, où le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, effectue une visite de 2 jours sur fond de Marocgate, ce scandale de corruption ayant touché plusieurs députés européens. Borrell a d'ailleurs prévenu jeudi qu'il ne peut pas y avoir d'impunité face au scandale de corruption au Parlement européen, où le Maroc est largement impliqué. Et dans l'actualité africaine également, le Congo, où le président Denis Sassou Nguesso a annoncé jeudi que son pays allait abriter une réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. L'événement se tiendra du 12 au 16 janvier prochain. Sassou Nguesso a déclaré que la disponibilité et l'ouverture de son pays au service de l'Afrique et du reste du monde portait sur 5 axes principaux: la promotion du multilatéralisme, la résolution de conflits, le dialogue et la médiation pour prévenir les risques désamorcés ou mettre un terme aux situations de crise, mais également le maintien de la paix et le renforcement des efforts communs pour le développement. Et en Europe, l'Autriche s'est réveillée ce matin sur une fusillade qui a eu lieu vers les coups de 7 heures dans une base militaire située dans la région de Wiener Neustadt. Il s'agit d'un échange de coups de feu qui a fait 1 mort et 1 blessé selon un bilan provisoire. Selon également des sources officielles, le soldat de garde avait ouvert le feu lors d'une dispute apparente et qu'il avait ensuite été abattu par l'officier militaire le plus haut gradé. Et nous vous le disions, titre le corps médical en France bat le pavé de nouveau. Excédé par la dégradation des conditions socio-économiques de leur profession, les médecins libéraux sont descendus dans la rue par milliers jeudi après-midi pour obtenir une revalorisation de la consultation. Cette nouvelle contestation est le point d'orgue d'un mouvement de grève entamé après Noël pour réclamer un doublement du tarif de la consultation. Comment dire, on a l'impression que c'est vraiment ils considèrent que c'est la fin d'un système, la médecine libérale. Donc en sachant que le problème n'est pas que là, parce qu'à l'hôpital ça ne va pas beaucoup mieux, pourtant ils sont fonctionnaires. Donc c'est vraiment un problème de manque d'effectifs pour différentes raisons et un manque d'attractivité du métier. C'est que maintenant, il y a 40% des étudiants qui ne s'installent plus en libéral. Par manque d'attractivité, ils ne veulent plus faire le travail qu'on fait nous. Et enfin, au Pakistan, plus de 16 milliards de dollars seront nécessaires pour la reconstruction sur le long terme dans les zones frappées par les inondations de l'été dernier. Chiffre communiqué jeudi par le représentant du PNUD au Pakistan, Knut Ostby, le responsable de la division ONU au sein du ministère des Affaires étrangères pakistanais, a quant à lui indiqué que son pays envisageait de couvrir la moitié de ses besoins par le biais de son propre budget et de partenariats public-privé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Al 24 News.